Bonjour, alors on reprend avec la collection Alien de Hachette Collection, avec ce numéro 48. Je rappelle que cette collection vise à monter un xénomorphe d'1,20 m au final, ça veut dire qu'il est au 1/2. Je rappelle également que je ne monte pas cet alien, en fait j'ai pris cet abonnement pour un ami qui ne peut pas s'abonner depuis son pays, et si vous voulez voir ce que donne le montage, je vous conseille d'aller sur deux chaînes amies, à savoir donc Chris Collection, qui non seulement monte l'Alien mais aussi beaucoup d'autres collections, dont une collection de l'Enterprise D de Picard que j'aime à suivre, et sinon le Monde d'Ilmic qui pareil monte l'Alien mais ne fait pas que ça, il est en train de terminer l'Ecto One, la K2000 et beaucoup d'autres choses. Donc je vous conseille d'aller sur ces chaînes. On se complète parfaitement puisque eux montent l'Alien et moi je commente en fait le fascicule, et là donc on a le numéro 48, mais on a aussi pour une fois un gros carton. J'ai l'impression qu'ils mettent les bouchées doubles là avec ces numéros là de Hachette Collection, donc je vous propose de découvrir déjà les pièces en présence. Alors qu'y a-t-il dans ce joli petit paquet? Alors comme d'habitude il y aura des choses d'un côté et de l'autre. Là j'ai l'impression que donc il y a surtout donc des toyos et des aimants, toujours plein d'aimants avec ces éléments là. En fait ça sert apparemment à faire tenir la peau sur les éléments articulés que sont les membres par exemple. Pas trop compris pourquoi, mais pourquoi pas. Et sinon là donc un gros morceau qui m'a l'air d'être quand même un morceau de peau donc du bras, et apparemment c'est du bras droit, et il n'y a que ça, enfin que ça, c'est un gros morceau, voilà, et c'est là que se mettent justement les petits aimants. Voilà, et bah écoutez, on a vu ce qu'il y a dans le petit carton. On va voir ce qu'il y a maintenant dans le fascicule. Alors, numéro 48, le bras droit. Le travail du son d'Alien le retour, l'univers visuel d'Alien. Donc, les pièces que je vous ai montrées tout à l'heure, leur montage, et donc là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le son très travaillé d'Alien le retour. Cinéaste exigeant, James Cameron s'implique totalement toutes les étapes de son film de science-fiction. Il accorde notamment une attention toute spéciale au son, travail qui sera récompensé ensuite par un Oscar mérité. Le rugissement de la reine Alien, son effet sonore est tout bonnement issu de la voix du réalisateur James Cameron. Bah, j'imagine que s'il y a mis toute la frustration qu'il a ressentie lors du tournage des scènes, notamment en Grande-Bretagne, oui, il avait de quoi rugir. Peut-être plus encore que le premier film de la saga Alien, le retour a marqué l'histoire du cinéma de science-fiction pour l'ingéniosité, l'originalité et la puissance de la bande sonore. Retour sur un sound design et un mixage époustouflant, pourtant conçu dans une urgence permanente. Et oui, parce qu'en fait, il y avait des délais de fou, et tout a été terminé visiblement à la dernière minute. On l'a vu dans les derniers fascicules. Donc Cameron ne laisse rien passer. Durant la post-production du film, le compositeur James Horner a fort à faire avec le perfectionnisme de James Cameron. Le cinéaste ne cessant en effet de modifier son montage. L'équipe des effets sonores doit également se frotter l'exigence de Cameron. Très déçu par la partie audio de Terminator, ce dernier s'implique totalement dans le sound design et rejette régulièrement les propositions de l'équipe dans laquelle travaillent notamment les ingénieurs du son Don Sharp et Graham Hartstone. Le Foley, c'est-à-dire les bruitages de base, marche, course, interaction entre les personnages et l'environnement, doit être refait à plusieurs reprises. Oui, alors ça, c'est donc, vous le savez peut-être pas, mais dans les films, c'est pas forcément du son pris en direct. Le bruitage, le son, notamment effectivement des bruits de pas ou quoi, c'est refait en studio. Voilà. Donc Cameron ne laissant passer aucune erreur de synchronisation, les effets sonores les plus iconiques, notamment ceux des fusées des Colonial Marines, sont également conçus très tard suite à plusieurs refus du réalisateur. Une équipe de 48 monteurs, l'équipe met à profit un sampler digital, dernier cri en provenance d'Australie.
le Fairlight, capable d'échantillonner des sons en résolution 8 bits. Régulièrement, Cameron va jusqu'à s'emparer d'un micro pour fournir au mixeur Graham Artstone des sons provisoires qui correspondent à sa vision. Et certains de ces effets à la bouche ne seront pas remplacés. Ça arrive souvent, ça. Tous les bruitages de la reine alien, par exemple, sortent tout bonnement du larynx du cinéaste canadien. 3 mois avant la sortie du film, le 21 avril 1986, Graham Artstone se lance dans le prémix d'Alien le Retour. Le nombre d'effets à caler est tel que son équipe compte jusqu'à 48 monteurs son, sans compter les 2 mixeurs permanents. En plus des bruitages créés spécifiquement pour le projet, Artstone puise également des coups de feu et des détonations dans la sonothèque d'effets sonores Sound, régulièrement utilisée pour la saga James Bond. Dernière ligne droite, le mixage final débute le 19 mai, James Horner prenant alors tout juste de livrer ses compositions. Le film compte 14 bobines, chacune demandant entre une demi-journée et 1 jour et demi de travail. Le master sonore est réparti sur 3 pistes stéréo, dialogue, effets sonores et musique. Les consoles dernier cri sont utilisées, permettant de mettre à jour ou corriger les pistes, ou plutôt les stems, selon le terme utilisé dans le milieu, sans avoir à tout reprendre depuis le début. À la demande de Cameron, le caisson de basse est plus sollicité qu'à l'accoutumée, en particulier pour les séquences d'explosion, le studio ayant décidé d'exploiter le film également en 70 mm pour alimenter les salles équipées. Artstone doit terminer son travail de mixage en enregistrant l'ensemble de ses pistes simultanément sur ce format, en direct et en continu. En cas de problème sur un stem, il faut rembobiner les 600 mètres de bande audio et tout reprendre à zéro. Waouh! La patience et l'assiduité de toute l'équipe sont toutefois récompensées. En 87, Alien le Retour remportera l'Oscar du meilleur montage, son devant Top Gun et le 4e épisode de Star Trek. Et ben c'est mérité. Portrait Graham Artstone. Né en 1944 en Angleterre, Graham Artstone travaille anonymement pendant 2 décennies dans l'ombre de grands ingénieurs du son, notamment sur les films comme Cléopâtre de Joseph Mankiewicz, Ipcress de Sidney J. Furie, Frenzy d'Alfred Hitchcock, Fahrenheit 451 de François Truffaut, Gatsby le magnifique de Jack Clayton, L'homme qui voulut être roi de John Huston, mais aussi sur plusieurs James Bond, Dr No, Bon baiser de Russie, Goldfinger, Opération Tonnerre, L'homme au pistolet d'or, L'espion qui m'aimait, Moonraker, Rien que pour vos yeux, ou encore Octopussy. Bon, c'est presque la fin de l'ère Roger Moore, ça. C'est au début des années 80 que Artstone est promu mixeur à part entière avec Le choc des titans de Desmond Davis et Ray Harryhausen. C'est pourtant pas la même époque. Puis Pink Floyd, The Wall d'Alan Parker et surtout Blade Runner de Ridley Scott qui attire forcément l'attention de James Cameron. Après Alien le Retour, Artstone retrouvera Ridley Scott sur Thelma et Louise. Il collaborera également avec Pedro Almodovar pour Attache-moi, Talon d'aiguille, Kika et La fleur de mon secret. Eh ben, quelle carrière! L'univers visuel d'Alien 3. Il s'en lasse pas, hein. J'ai l'impression qu'on en a parlé souvent. Hein. Pour constituer l'atmosphère étouffante et désespérée de Fiorina 161, le réalisateur David Fincher fait confiance à un décorateur de génie, Norman Reynolds, on en a déjà parlé, qui s'emploie à recycler des décors qu'il a dû abandonner dans une version précédente du film. Le décor désaffecté d'Alien 3, une sorte de seau où aurait croupi de l'eau pendant des siècles. D'accord. En 92, plusieurs superproductions hollywoodiennes marquent l'année pour leur décor démesuré au design incroyablement ambitieux. On peut citer Bram Stoker Dracula, de Francis Ford Coppola, Batman le défi de Tim Burton, pour moi certainement l'un des meilleurs films Batman qui ait été fait pour le cinéma, et surtout Alien 3, porté de la vision unique de David Fincher et de son production designer Norman Reynolds. Ouais, enfin, je veux pas être méchant, mais le film, sincèrement, je le déteste pas, mais au niveau des décors, bon. Bref, des tonnes de boiseries, signé Vincent Ward, réalisateur de Cœur de métis et Au-delà de nos rêves.
La première version du scénario d'Alien 3 met en scène une planète entièrement construite en bois et peuplée par une étrange secte spatiale. Le concept est particulièrement osé sur le plan scientifique, mais le studio accepte de lancer très tôt la fabrication des dizaines de décors requis pour le tournage. Au studio Pinewood de Londres, Norman Reynolds érige des centaines de mètres carrés d'une sorte de cathédrale moyenâgeuse censée flotter à travers une lointaine galaxie. Après des mois de controverses, Ward finit par quitter le navire quelques mois avant le début des prises de vue, et Reynolds se retrouve avec des tonnes de boiseries sur les bras. Un nouveau réalisateur est engagé par le studio, David Fincher, artiste déjà confirmé dans l'univers du clip vidéo, qui rêve depuis des années de pouvoir passer à l'exercice du long métrage. Et on sait que sa carrière compte quand même quelques beaux films, hein, quand même. Planète rouillée, hors de question pour David Fincher de remercier Norman Reynolds. D'une part, le studio ne l'autoriserait pas, d'autre part, le réalisateur respecte énormément le décor-acteur. Ne serait-ce que pour son travail sur la trilogie Star Wars. Les deux artistes ont d'ailleurs indirectement travaillé ensemble sur Le Retour du Jedi. Fincher était alors assistant caméra au sein du département des monstres d'Industrial Light and Magic, sous la supervision du génie des effets spéciaux Phil Tippett. Ah bah ça je savais pas. S'il doit garder la même équipe en place, Fincher abandonne toutefois sans le moindre scrupule le concept de Vincent Ward et demande à Reynolds de concevoir une planète au look d'usine désaffectée qu'il décrit comme une sorte de seau métallique dans lequel on aurait laissé de l'eau croupir pendant des siècles, à l'aveugle. Très inspiré par les métaphores du réalisateur, Reynolds revoit sa copie, se relance dans l'élaboration de plateaux gigantesques sans toutefois pouvoir s'appuyer sur un script précis qui n'existait pas. Voilà. Il doit plus ou moins avancer à l'aveugle en concevant des lieux que Fincher envisage d'exploiter à l'écran. Une centrale, un réfectoire, une morgue, une infirmerie, des quartiers de haute sécurité, une casse, des coursives, etc. Au final, d'une richesse folle et regorgeant de décors en dur qui seraient aujourd'hui pour la plupart créés en images de synthèse, l'univers visuel de Furina 161, l'un des plus grands atouts d'Alien 3, il participe pleinement à l'atmosphère étouffante et désespérée voulue par Fincher. Bon. C'est pas que je suis pas d'accord, c'est juste que les décors sont si réussis que pour moi, très sincèrement, ça aurait pu être tourné dans n'importe quel lieu désaffecté et qui aurait été, comment dirais-je, refait pour les besoins du film. Hein. Franchement, voilà, ça ne saute pas aux yeux. Portrait de Norman Reynolds, on est fourni en portrait. Là, débutant sa carrière comme assistant au département Anti-City de la bataille d'Angleterre, mais on l'avait pas vu ça déjà, de Guy Hamilton. Norman Reynolds croise la route du célèbre graphiste Saul Bass sur Phase 4 que celui-ci réalise en 1974. La même année, Reynolds est promu directeur artistique sur Le Petit Prince de Stanley Donen. Remarqué pour son inventivité, Reynolds est appelé à participer à la Guerre des étoiles de George Lucas en 1977 sous la supervision du production designer John Barry et d'après les visuels de pré-production signés Ralph McQuarrie. Richard Donner embauche ensuite quasiment la même équipe sur Superman et Superman 2, de toute façon ça a été tourné en même temps, ce qui étoffe encore un peu plus le CV de Reynolds. Ce dernier est enfin nommé chef décorateur sur l'Empire contre-attaque et entame une longue collaboration avec Lucasfilm, Steven Spielberg, son producteur Frank Marshall, avec des films comme Les Aventuriers de l'Arche perdue, Le Retour du Jedi, Le Secret de la Pyramide, L'Empire du Soleil et Les Survivants. À la fin de sa carrière, Reynolds œuvrera également sur Mission Impossible de Brian De Palma et Sphère de Barry Levinson. D'accord. Sphère, j'ai pas détesté non plus. En plus, je crois que c'est une adaptation d'un bouquin de Michael Crichton que vous connaissez tous à cause de Jurassic Park. Bon, voilà, ça fait partie de ces films pas ratés du tout, avec un casting de fou, mais qui n'a pas marqué les esprits, enfin je crois pas. Et je crois qu'on en a fini. Non. L'univers va-t-il mourir? Très intéressant. Est-ce que c'est traité dans Alien? Non. Au revoir. Alien. Parmi le matériel promotionnel d'Alien le Retour figure ce visuel conçu tel un pictogramme en montrant en gros plan la gueule rageuse d'un xénomorphe. Bof. Voilà. Hop. Et écoutez, c'était le numéro 48 où, mine de rien, on a appris des choses avec un semblant de, comment dirais-je, de rappel de ce qui avait été déjà dit dans d'autres fascicules. Hein. Mais des informations intéressantes. Je ne connaissais pas les débuts de carrière de David Fincher, par exemple. Voilà. Donc, écoutez, j'espère quand même que ce numéro 48 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker
N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 49.